Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Grand jour pour le nouvel homme fort au Burkina Faso. Ce vendredi, le capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Il doit rester au pouvoir jusqu'en janvier 2024 avant le retour des civils à la tête du pays. Nous vivrons les temps forts de la cérémonie d'investiture en début d'édition. Au Tchad, le pouvoir et l'opposition se rejettent la responsabilité des violences qui ont eu lieu dans la capitale et causé une 50aine de morts et 300 blessés. Un couvre-feu a été décrété dans 4 villes de 18h à 6h du matin jusqu'au retour total de l'ordre. En France, quelques jours après la grève intersyndicale, la CGT appelle à 2 nouvelles journées de mobilisation nationale et interprofessionnelle les 27 octobre et 10 novembre. Mardi, 300 000 manifestants étaient réunis selon les syndicats. Devant le Conseil constitutionnel, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement été investi président ce vendredi. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État le 30 septembre dernier, il promet, avec les mots de Thomas Sankara, d'assumer sa révolte devant le peuple. Retour sur la cérémonie d'investiture avec Émeric Toroyan. Visage à moitié cagoulé, le capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment ce vendredi devant le Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Un serment qui le consacre officiellement président de la transition du Burkina Faso après avoir été nommé la semaine dernière à l'issue des assises nationales. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président de la transition, chef de l'État, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Le président de la transition fraîchement investi s'adresse à ses compatriotes en discours écrit et promet de relever le défi de la lutte contre le terrorisme dans le pays. Je n'irai pas vous faire un discours ce matin. Je vous parlerai à mes propres mots, du fond du cœur. Je souhaiterais là vous rappeler donc nos objectifs. Nos objectifs donc qui ne sont autres que la reconquête du territoire national occupé par ces hordes de terroristes. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes. Par cette cérémonie d'investiture, le Burkina Faso entame une seconde transition en moins de 9 mois après le putsch qui a mis fin au régime de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. Ibrahim Traoré, tombeur de Paul-Henri Sandaogo Damiba, devrait rester au pouvoir jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle prévue pour juillet 2024. Selon la charte de la transition adoptée la semaine dernière, l'actuel homme fort du pays ne pourra être candidat à cette élection. Hier, le Tchad a vécu une journée de manifestation particulièrement meurtrière, manifestation appelée par l'opposition pour protester contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Au total, une 50aine de personnes ont été tuées. Le Premier ministre a décrété un couvre-feu. Émeric Toroyan. À N'Djamena, la capitale, à Moundou, la deuxième ville du pays, ou encore à Doba et Koumra, des centaines de manifestants ont investi les rues pour demander la fin de la transition au Tchad. Tout est parti d'un appel de l'opposition à protester contre la prolongation de la transition dans le pays et le maintien du général Mahamat Idriss Déby au pouvoir. Mais ces manifestations préalablement interdites par les autorités ont tourné à l'affrontement entre les protestataires et les forces de l'ordre. Bilan, au moins une 50aine de morts et des centaines de blessés, selon le gouvernement qui pointe la responsabilité de l'opposition. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une 50aine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra.
Du côté de l'opposition, Succès Nasra, président des transformateurs, l'un des partis qui ont appelé à manifester, accuse lui le pouvoir de vouloir installer une dynastie avec le sang du peuple tchadien. Nous sommes en train de nous battre pour la démocratie en toute responsabilité en ayant appelé à une marche pacifique et c'est des militaires ordonnés par le général Mahamat qui sont venus abattre 70 personnes en pleine capitale devant le monde entier. Nous nous battons pour la vraie démocratie parce que jamais les Tchadiens n'ont choisi leurs dirigeants et nous allons mettre fin, 1, à la dictature, 2, à la dynastie. Voilà le choix que les Tchadiens font, ça va nous coûter ce que ça va coûter. Pour le gouvernement, les manifestations organisées par l'opposition dans plusieurs villes du pays jeudi n'avaient rien de pacifique. Très tôt la nuit dernière, ils se sont répartis en petits groupes armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lance-pierres. Leur technique éprouvée, acquise par plus de 1500 jeunes lors d'une récente formation à la guérilla urbaine, était une mobilité constante et rapide après chaque coup perpétré. Les autorités ont diligenté une enquête qui pourrait aboutir à l'interpellation des responsables des partis politiques et mouvements de la société civile, initiateurs de ces manifestations. Un couvre-feu a été décrété de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement total de l'ordre dans la capitale et les 3 autres villes du pays, théâtre des affrontements meurtriers du jeudi. Par ailleurs, un arrêté du ministre de l'administration territoriale suspend pour 3 mois les activités des partis d'opposition et mouvements de la société civile, initiateurs de ces marches de protestation, à savoir les transformateurs et la coalition Wakitama. Union africaine, Union européenne, Nations unies, ces manifestations sanglantes au Tchad ont provoqué de nombreuses réactions et condamnations à travers le monde. Tour d'horizon avec Mathieu Nicolas. À peine 24 heures après les manifestations, parmi les plus meurtrières de l'histoire du Tchad, les réactions s'accumulent. La communauté internationale s'insurge et déplore les violences de jeudi. L'ONU réclame une enquête sur les morts. Nous sommes préoccupés par la violence observée aujourd'hui lors des manifestations au Tchad. Ces manifestations auraient fait des morts et des blessés. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que la sécurité, la sûreté et les droits de l'homme de tous les Tchadiens, y compris le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association soient respectés. Nous appelons également tous les partis à s'abstenir de toute violence ou de tout usage excessif de la force et à maintenir une volonté de dialogue afin d'assurer la paix et la stabilité dans le pays. L'Union africaine et l'Union européenne condamnent aussi fermement la répression des manifestations. L'instance africaine appelle au respect des vies humaines et des biens. Quant à sa consoeur européenne, elle regrette les graves atteintes aux libertés d'expression et de manifestation qui fragilisent le processus de transition en cours. Partenaire clé du Tchad, la France, elle aussi, a affiché son exaspération. Des violences sont survenues ce matin au Tchad, avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants, ce que la France condamne. En plus de condamner ces violences, Paris a aussi démenti toute implication dans les échauffourées, rappelant au passage que ces événements regrettables relèvent de la politique intérieure du Tchad. Et le mouvement de contestation semble faire tache d'huile. En Guinée aussi, des manifestations anti-junte ont éclaté hier à Conakry, la capitale. 3 manifestants ont perdu la vie et plus d'une vingtaine d'autres ont été blessés. Les explications avec Mathieu Nicolas. À Conakry, forces de l'ordre et manifestants se sont affrontés entre mercredi et jeudi après un appel à manifester lancé par le Front National pour la défense de la Constitution. En tête des revendications, un retour rapide des civils à la tête du pays, ainsi que la libération des prisonniers détenus selon le FNDC pour des raisons politiques. Nous avons voulu avoir une manifestation du rond-point de la Tannerie pour l'esplanade du Palais du Peuple et ça nous a pas été permis. Il y a eu un déploiement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et au-delà de ces forces de défense et de sécurité, il y a eu un renfort également de l'armée, notamment les unités du bataillon des troupes aéroportées Bata. Plusieurs quartiers et grands axes de la capitale Conakry ont donc été le théâtre d'affrontements. Cette manifestation, qui se voulait pacifique, a tourné à de violents heurts
Au total, 20 personnes ont été blessées et 3 manifestants ont perdu la vie. Les unités d'élite qui devraient être déployées sur des terrains de guerre sont déployées aujourd'hui pour maintenir l'ordre dans la cité. Et malheureusement, ces unités font usage des armes à feu. Et vous voyez qu'à date, nous avons au moins 6 personnes qui sont blessées et dont l'un dans un état très critique et qui a reçu une balle dans l'abdomen et qui a perdu énormément de sang. Et nous espérons qu'il sera sauvé par les médecins. Le FNDC avait été à l'origine de manifestations les 28 et 29 juillet, le 17 août et les 5 et 6 septembre. 5 personnes avaient été tuées. Ces heurts interviennent alors qu'en parallèle, une mission de la CEDEAO séjourne dans le pays pour évaluer le processus de transition. Trouver des alternatives aux bus traditionnels, c'est chose faite au Kenya. Une société de transport écologique basée à Nairobi vient de dévoiler son nouveau moyen de transport écologique. Ses inventeurs espèrent encourager les trajets domicile-travail plus respectueux de l'environnement dans une ville où les gaz d'échappement polluent, contribuent à une forte pollution. Valentine Exantius. Couleur vive accompagnée de l'inscription « L'avenir de l'Afrique est électrique ». Ce nouveau bus a été inauguré mercredi à Nairobi, la capitale du Kenya. Créé par la société de transport écologique Roam, basée à Nairobi, il est entièrement électrique. Les constructeurs espèrent encourager des trajets plus respectueux de l'environnement dans une ville où les gaz d'échappement polluants contribuent à une forte pollution. Le plus important, c'est qu'il s'agit d'un bus électrique et que c'est le premier bus électrique de transport en commun au Kenya que nous avons conçu l'année dernière et co-fabriqué avec un partenaire mondial. Il s'agit donc d'une évolution vers de meilleurs transports publics où les gens peuvent voyager dans le confort et profiter du trajet en ayant la conscience tranquille, car nous parlons d'émissions zéro. Longtemps considérée comme la ville verte sous le soleil, Nairobi ne dispose pas d'un réseau de transport public. Mais dans cette ville de près de 5 millions d'habitants, 45% de l'empreinte des émissions proviennent du secteur des transports. Avec ce bus électrique de 77 places, une première étape est franchie. Ce bus est en quelque sorte un voyage que nous avons entamé parce que nous avons constaté qu'il était nécessaire d'apporter quelque chose de différent dans le secteur des transports publics, non seulement en matière d'émissions zéro, mais aussi en matière de mobilité inclusive ou de transport public inclusif. Ce véhicule doté d'une autonomie de 360 km peut rouler jusqu'à 70 km/h. Et d'ici 2023, l'entreprise de mobilité verte prévoit de produire 100 bus électriques identiques. Ce projet électrique est en adéquation avec la stratégie du Kenya contre les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est la réduction des émissions de CO2 de 32% d'ici 2030. Réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine sur le conflit en Éthiopie. Au Gabon, un éboulement de terrain fait 7 morts à Libreville et le pape qui s'élève contre l'euthanasie devant des élus français. C'est le reste de l'actualité réalisé par Lorraine Mabou et Noan Dong. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a tenu vendredi à Addis Abeba une réunion consacrée au processus de paix mené par l'Union africaine pour l'Éthiopie. Cette réunion intervient à la veille des pourparlers prévus le 24 octobre en Afrique du Sud en vue d'une solution permanente au conflit dans le cadre du respect de l'unité et de la souveraineté de l'Éthiopie. Nous espérons voir les deux parties s'engager dans un dialogue constructif pour parvenir à une solution durable au conflit en tenant compte des intérêts du peuple éthiopien et de ses aspirations à la sécurité, à la stabilité et au développement, a déclaré l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA ONU, Mohamed Harouchi, qui présidait la session. Au Gabon, un éboulement de terrain provoqué par des pluies diluviennes a fait 7 morts dans le 6e arrondissement de Libreville. Le drame s'est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi au quartier PK8. Les corps des victimes ont été extraits par les pompiers. À Libreville, plusieurs Gabonais vivent toujours dans des zones à risque et par conséquent, beaucoup d'entre eux sont victimes des glissements de terrain en saison pluvieuse, comme c'est actuellement le cas dans plusieurs quartiers de Libreville.
Le pape François s'est élevé vendredi contre l'euthanasie lors d'un discours au Vatican devant des élus français. Une prise de position en écho au débat sur la fin de vie qui agite une partie de l'opinion en France. Le souverain pontife a rappelé que les soignants par nature ont vocation à procurer des soins et du soulagement, mais on ne peut demander aux soignants de tuer leurs patients. En France, une convention citoyenne sur la fin de vie commencera ses travaux en décembre en vue d'orienter le gouvernement sur un éventuel nouveau changement de loi. Largement relayé par les médias, la plaidoirie du pape en faveur de la vie intervient alors qu'Emmanuel Macron doit être reçu lundi matin en audience privée par le pape François. Santé, l'épidémie de variole du singe est en plein recul depuis mi-juillet. La courbe des contaminations a très nettement baissé en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Mais certains pays d'Amérique centrale et latine connaissent encore une hausse du nombre de cas. Érigée en urgence de santé publique internationale le 23 juillet par l'OMS, la variole du singe garde encore ce statut comme le Covid. Un chiffre à présent, 17%, c'est le nombre de stations-service qui rencontraient encore des difficultés d'approvisionnement ce jeudi. Difficultés liées à la grève dans les raffineries et qui a conduit à d'autres mobilisations. La CGT a d'ailleurs appelé à 2 nouvelles journées de mobilisation nationale et interprofessionnelle les 27 octobre et 10 novembre. Valentine Exantius. Nombreux et déterminés à obtenir une augmentation salariale de 5%, les agents de la centrale EDF de Gravelines maintiennent la grève. C'est dans ce même esprit que la CGT appelle à renouveler les journées de mobilisation nationale et interprofessionnelle le 27 octobre et le 10 novembre, avec pour même objectif de décrocher une hausse salariale globale des salaires. La question, elle est là. C'est les salariés aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin de revalorisation salariale? Moi, je dis oui. Et tous les salariés, quel que soit le secteur professionnel. Comment ils peuvent y arriver? Eh bien, moi, je pense que malheureusement, dans ce pays, à part la grève et la manifestation, on n'arrive pas à avoir des augmentations de salaire. Après la journée de grève du mardi 18 octobre qui a réuni près de 300 000 manifestants selon les syndicats, la grève prend particulièrement de l'ampleur au niveau de l'énergie. Et ce mouvement pourrait avoir des conséquences sur l'hiver des Français. On est dans une situation sérieuse et on n'a plus du tout de marge de manœuvre. On est dans une situation difficile parce qu'on manque d'électricité en France. Elle est chère à cause du prix du gaz et elle est chère parce qu'on en produit beaucoup moins que d'habitude. Le retard qu'on prend sur les maintenances, il sera difficile à rattraper. Donc c'est vraiment un appel à la responsabilité des syndicats. Pour l'heure, les syndicats font la sourde oreille. Les grèves dans les secteurs publics ont fini par donner des idées au secteur privé. Dès ce samedi, l'intersyndicat de Just Eat, l'application de services de repas à domicile, appelle à manifester à Lyon pour lutter contre la précarité de l'emploi. Quelle solution à l'échelle européenne pour favoriser les achats en commun de gaz? Il a fallu 11 heures aux dirigeants des 27 pays pour tomber d'accord et établir une feuille de route visant à mettre en place des mesures destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie, liée notamment à la guerre en Ukraine. Et même si le bloc a voulu présenter un front uni, de nombreux points restent à trancher. Écoutez à ce propos Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Emmanuel Macron, le président français. Nous avons l'intention de mettre à disposition jusqu'à 40 milliards d'euros de fonds encore disponibles du précédent CFP, ce qui permettra aux États membres d'aider les personnes les plus touchées par la crise énergétique, qu'il s'agisse des ménages vulnérables ou des PME. Mais il faut en effet aider davantage les petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes industries, à faire face à la crise énergétique. C'est vraiment fin octobre, début novembre que nous aurons ces mécanismes qui pourront être explicités et donc mis en œuvre. Et en particulier pour le signal et les mécanismes de corridor de prix sur le gaz et les mécanismes de solidarité financière, je crois qu'on peut vraiment aller très vite maintenant sur la mise en œuvre. Au Cameroun, le gaz domestique se fait de plus en plus rare, notamment à Yaoundé. Le précieux combustible reste vivement recherché depuis 2 semaines par les populations, contraintes de se tourner vers des méthodes alternatives qui sont parfois coûteuses, comme le four à charbon. Gaël Jacam et Cyril Guijoy pour ce reportage. C'est désormais un retour aux sources dans les ménages de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Les populations ont renoué depuis quelques jours avec les anciennes habitudes. L'usage du four à charbon, pénurie du gaz domestique oblige. Ces problèmes de pénurie de gaz, vraiment, ça nous met
très mal à l'aise. Et je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à trouver des solutions pour ça. C'est tellement très difficile. Voilà pourquoi on préfère payer le charbon pour utiliser. Et en plus, c'est économique aussi. On n'a pas le choix. Avec le dehors qui est ardu là, maman, tu vas faire comment? Tu es obligé d'acheter le charbon de 500 pour préparer et pouvoir t'en sortir. Une alternative à laquelle ça donne bon nombre de ménages au quotidien et qui, au-delà d'être économique, reste contraignante pour la plupart, le temps de cuisson n'étant pas le même qu'au feu de gaz. Ça prend un peu plus de temps aussi. Passer le temps d'aller chercher le charbon, le temps de faire allumer et tout ça, ça prend un peu plus de temps à madame par rapport à avant. Quand il y a le gaz, c'est plus pratique. Difficile donc de s'y faire. Il faut s'armer de patience et de techniques pour espérer allumer un feu de charbon, surtout en cette saison pluvieuse. Un exercice difficile qui expose cependant l'organisme à plusieurs maladies. C'est pas bon pour le foie. C'est bien quand tu allumes le charbon, dès que la fumée là sort, tu sors d'abord, tu laisses que le feu prenne. Mais parfois quand tu sors, ça reste s'éteindre, tu es obligé donc d'être là. Tu vas seulement aspirer la fumée là, tu n'as pas le choix. Côté commerçant, cette pénurie de gaz observée à Yaoundé depuis 2 semaines constitue une véritable aubaine pour se faire de bons chiffres d'affaires. Dans les marchés, boutiques et autres grandes surfaces de vente, le charbon et le four à charbon, dans toutes ses variétés, sont commercialisés ici comme des petits bouts de pain. Même les gens qui l'utilisaient jamais le charbon, tout le monde utilise le charbon. Donc ça bouge un peu. Je peux vendre 8 à 9 sacs par jour. C'est ça qu'on vend le plus ici. Depuis qu'il y a eu pénurie là. Par jour, nous pouvons vendre 10 à 15 pièces de réchaud à pétrole. Pour l'heure, le gaz domestique reste vivement recherché et les commerçants continuent de se faire du beurre, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Direction le Ghana, où s'est tenue pendant 2 jours une conférence régionale sur les médias, la liberté de la presse et la démocratie en Afrique de l'Ouest. Au menu des discussions, comment renforcer les médias dans la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest, dont certains pays traversent des prises de pouvoir antidémocratiques. Reportage de notre envoyé à Accra, Bourema Solo. Le rôle des médias face au recul démocratique et au rétrécissement de l'espace civique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry est l'une des thématiques abordées au cours de cette conférence régionale sur les médias en Afrique de l'Ouest. Une problématique à laquelle des journalistes venus de l'espace CEDEAO ont essayé d'apporter des solutions. Aujourd'hui, nos entreprises de presse vivent des situations économiques extrêmement difficiles. Les journalistes ne sont pas bien payés. Les entreprises elles-mêmes n'ont pas les moyens d'envoyer les journalistes dans les fins fonds de nos pays pour faire des reportages, pour pouvoir mieux informer nos populations. Et du coup, on a des informations au rabais. On a du journalisme de bureau. Pour Mahamadou Talata Maïga, administrateur de la Maison de la Presse du Mali et conférencier à cette rencontre, dans les différents pays évoqués, l'implication des médias dans la restauration de la démocratie passe par l'éducation aux médias. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Certainement à Bamako, il fait mieux en fait. On peut travailler. Les conditions ne sont pas aussi réunies pour vraiment le faire dans les meilleures conditions, mais en fait par rapport aux régions en fait, du nord et du centre, vous savez essentiellement que la situation insécuritaire met beaucoup plus en danger nos différents confrères et consoeurs qui sont sur le terrain, parce que là-bas ils sont confrontés beaucoup plus à des individus qui sans état d'âme effectivement les mettent sous pression, mais aussi sont prêts à tout pour effectivement les faire taire. Également présents à cette conférence régionale, les représentants des organisations de la société civile relèvent que les crises politico-sécuritaires que vivent certains pays de l'espace CEDEAO font partie des conséquences du recul démocratique observé dans la région. Vous voyez que ces 3 thématiques sont liées: terrorisme, bonne gouvernance, restriction de l'espace médiatique, médias et organisations de la société civile. Donc nous retenons un signal fort d'un éveil de conscience des citoyens, des organisations, des médias pour pouvoir attaquer ce problème de mauvaise gouvernance qui nuit à tous dans la région. Cette conférence qui s'est achevée mercredi dernier a été organisée par la Media Foundation for West Africa en partenariat avec le réseau Ouest africain pour la démocratie et la solidarité Wademos.
L'information circulait déjà depuis quelques temps, mais a finalement été actée ce vendredi. À 39 ans, le footballeur Franck Ribéry raccroche les crampons, mais ne compte pas pour autant s'arrêter là. C'est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que l'ancien international a annoncé la nouvelle, après des douleurs au genou qui lui devenaient insupportables. Je vous propose de l'écouter. C'est la fin d'un chapitre, celui du joueur, mais pas la fin de mon histoire professionnelle. Vous pouvez en être sûr. Alors je vous dis à très bientôt pour le début d'un nouveau beau chapitre. Je vous aime, merci encore, à bientôt. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud et bon week-end.